Bonjour à tous. Ouais, blablabla. Est-ce que tu m'entends, Réo? Ouais. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bah c'est parti, super. Bah du coup, bienvenue sur cet écran bleu. Ouais. Et du coup, il n'y a plus d'images, ouais. C'était bien avec les images? Yes. Hop, yes. Et ben, bonjour, bienvenue à cette conf qui s'appelle donc Piloter ses décisions par les coups. Moi, je suis quelqu'un qui a une télécommande qui marche pas pour l'instant. Et voilà, formidable. Et je suis quelqu'un qui veut utiliser son doigt pour passer d'une slide à l'autre. Hop, voilà. Ah non, peut-être que c'est ça juste. Voilà, c'est bon. Donc je suis Mathieu Werner, je travaille chez Joli Code en tant que développeur PHP et DevOps. Et du coup, j'interviens en tant que consultant dans différentes typologies de boîtes pour venir en soutien, en support, débloquer des situations, monter des archives, monter des applications, faire plein de trucs différents. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une réflexion sur l'approche de l'architecture cloud. C'est de dire, on a souvent une approche, notamment dans le web, qui est un peu méthodique par rapport aux besoins qu'on a, et c'est de dire, bah évidemment que le besoin c'est la base de ce qu'on veut faire, mais que lié au cloud, on a une problématique de coût qui est évidemment à prendre en compte. Donc aujourd'hui, on va faire un petit état des lieux. Moi, j'ai un site web, j'ai pris un exemple tout bête, j'ai un site web e-commerce, j'ai une app ou une API. J'ai des bonnes performances générales, je suis pas mécontent de mon truc. J'ai un relativement fort trafic, c'est un site qui marche bien, je suis content. Et puis j'ai des pics de charge ponctuels au gré des événements divers et variés. Je passe à la télé, il y a une opération, on a fait un iPhone en promo, j'en sais rien. Et on a un outillage web habituel. Donc ce que j'appelle outillage web habituel, c'est que j'ai une recherche, j'ai du cache, j'ai des files d'attente, des workers, des trucs qui viennent un peu en parallèle. Ouais, il y a un mini troll dans ce truc. En gros, moi j'arrive dans une boîte et puis j'ai récupéré, on m'a dit ouais, il y a une archi, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Du coup, bon, j'ai ça. Bon, j'ai un peu trollé parce que du coup j'ai mis un truc Windows, mais grosso modo, j'ai un VPS qui coûte pas si cher que ça. Par contre, j'ai un infogérant qui me coûte un bras. C'est dimensionné au pifomètre, c'est-à-dire que il y a deux machines, il y a deux frontaux, pour y en avoir 4, pour y en avoir 6, on sait pas trop comment ça, qu'est-ce qui fait la diff. Et par contre, c'est archi simple. Bon, en vrai, j'ai une archi, je la comprends, je lis le truc, je suis ok, j'ai du cache, j'ai un load balancer, j'ai des frontaux, j'ai un truc, je vois à peu près ce que je dois faire. Et ça marche. Donc c'est cool. Mais j'ai entendu parler, en cas de problème, déjà, en cas de problème, je sais pas quoi faire. Parce que j'ai pas la main sur tous les trucs, parce que faut ouvrir des tickets, parce que c'est compliqué, que je sais pas quoi faire. J'ai entendu parler du cloud et je me dis waouh, peut-être que je pourrais faire différemment. Déjà, pourquoi je changerais? Parce que ça marche en fait, mon archi actuel. Je peux changer parce que les mises à jour, elles sont périlleuses et elles sont coûteuses. Grosso modo, si je dois faire évoluer une brique, bah, je sais pas, faut que je passe par un ticket sur mon infogérant, faut que je fasse des trucs. J'ai la main sur rien, et ça c'est pénible, j'ai pas la main. Système de ticketing, d'aide de l'apparition d'internet, grosso modo, souvent c'est ça, on ouvre des tickets sur des trucs, personne répond, on sait pas comment ça marche. Le bizdev de mon infogérant, en plus il m'épuise, il m'appelle tout le temps pour me vendre des trucs. L'infogérant en plus il a été choisi par le DSI d'avant moi, et il y a 10 ans, et du coup faut que je montre que je suis plus fort. Mon archi a brûlé, et en plus j'avais pas de backup, et parce que j'ai vu une conférence, parce que pour le swag, en fait c'est que des mauvaises raisons de passer au cloud, hein, évidemment tout ça. Les bonnes raisons, ça scale pas en fait, grosso modo j'ai des trucs, aujourd'hui j'ai mes frontaux, en fait ils dorment les 3 quarts du temps, et puis peut-être que je pourrais faire mieux que ça, que de payer 8-10 serveurs pour un truc qui en utilise 5% de 1 quoi. Les performances sont optimisables. La disponibilité des services, elle est que relativement garantie en vrai. Tout dépend de à qui j'ai donné ma confiance, grosso modo, et du contrat d'infogérance que j'ai. Je me lance dans un nouvel emplacement géographique, ça peut être un sujet aussi. Je me dis, bah, je me lance aux États-Unis. En fait, qu'est-ce que je fais avec mes serveurs, avec mes trucs qui sont là? Est-ce que, bref, je sais pas. Ça devient un nouveau sujet avec mon infogérant qui va me revendre des tonnes de trucs. L'IS c'est du code, et moi le code je connais, je suis développeur, donc peut-être que infrastructure as code, en gros, potentiellement je pourrais déployer des archis avec mon code et faire des trucs qui m'intéressent. Et puis du coup je peux automatiser, je peux industrialiser,
et avec ça je suis content, c'est un nouveau monde qui s'offre à moi, j'ai des tonnes de possibilités, des tonnes de trucs que je peux faire. Ça c'est plutôt des bonnes raisons de passer au cloud. Mais du coup j'ai un problème, je me dis ok, mais comment je vais choisir mon provider? Bah parce que j'en maîtrise un, par exemple je suis un développeur, j'ai fait du AWS, je connais que ça, c'est-à-dire la plupart des exemples viennent d'AWS. Bah du coup je me dis pourquoi je prendrais un truc que je maîtrise pas, évidemment je vais prendre celui que je connais. C'est pareil pour les langages de programmation, vous en maîtrisez un, vous n'allez pas dire oh, tiens je vais développer ça dans celui d'à côté qui fait pareil. Non, vous faites celui que vous utilisez. Parce qu'on vous a influencé, notre raison, on vous a dit ah, j'ai vu un gars, il m'a dit que c'était hyper bien, pourquoi pas. Parce qu'il y a une expertise tierce, un consultant, quelqu'un qui est passé, qui vous dit bah ouais ça c'est un sujet. Ou parce qu'il y a un outillage particulier qui est disponible que chez un fournisseur. En ce moment on parle par exemple de ChatGPT qui est dispo chez Azure ou des trucs comme ça. Ça peut être clairement une raison de dire bah moi en fait je vais aller chez lui parce que j'en sais rien, mon environnement c'est Windows et du coup bah évidemment que c'est Azure et qu'il faut que chez qui il faut que j'aille, évidemment que chez Google Cloud j'ai une super problématique. Donc évidemment s'il y a de l'outillage, il faut pas hésiter à y aller. Juste se rappeler qu'on change pas de provider en cours de route, c'est comme le mythe de je vais mettre des interfaces partout pour dire si un jour je change de système de base de données, ça n'existe pas en fait, personne le fait. Faut quand même mettre des interfaces, mais par contre en gros il y a le vendor locking qui nous dit, enfin, une espèce de règle qui dit bah non en fait tu changes pas de provider donc t'en choisis un et tu joues le jeu. Donc ça joue aussi sur la, le jeu qu'on va jouer dans la réflexion de l'architecture. Dire ouais mais moi je vais mettre que un demi-doigt parce que peut-être que si un jour je change comme ça je suis libre. En fait non, dès le début on n'est pas libre, faut pas hésiter à y aller. Quelques questions avant de se lancer. Hop. Est-ce qu'il existe des solutions clés en main pour mon besoin? En fait peut-être que je suis en train de me lancer dans un truc, l'archi-cloud. En fait, bah non, moi j'avais besoin en fait d'un Shopify, je n'importe quoi, un truc, un Wix, un truc qui me... Et ça existe, et il faut le faire, il faut surtout pas se lancer dans le cloud si on sait pas faire. Est-ce qu'un pass serait pas plus adapté? Nous on aime bien, on pousse pas mal Clever Cloud ou Platform SH dans les prestats. C'est super bien, ça fait le taf de manière super adaptée. Faut vraiment pas hésiter, un YAML, un machin, quelques lignes de conf, et en fait on déploie un site en un claquement de doigts, c'est génial. Est-ce que je suis prêt à assumer la maintenance de mon site? Est-ce que je suis prêt à l'assumer ou à la faire assumer? C'est pareil, c'est un engagement. Est-ce que je suis prêt à assumer le coût que ça va générer cette maintenance? Parce qu'évidemment, c'est pas juste une question de temps. Est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que j'ai déjà fait du cloud? Est-ce que je connais les briques? J'ai mis en vrai, parce que connaître les briques, c'est pas j'ai vu un gars, j'ai vu une vidéo, j'ai fait un truc, c'est est-ce que je l'ai déjà utilisé? Est-ce que je sais faire ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je maîtrise des solutions d'IAS, par exemple Terraform, donc j'aime bien, serverless, SAM, etc. Donc là, c'est pareil, c'est un peu orienté AWS, mais grosso modo Terraform ça permet de faire du multi-cloud ou de déployer sur différentes solutions. Est-ce que j'ai une idée de comment je vais déployer? Bref, plein de questions, on pourrait passer sa vie à se poser des questions, mais à un moment, il faut y aller, et puis on se dit, bah vas-y, step by step. Donc pour rappel, j'avais ce truc, je me dis, vas-y, je vais me lancer dans le cloud, c'est bon, je travaille longtemps, je laisse un petit peu, parce que j'ai travaillé longtemps, et un mois après, parce que j'ai mis du temps, et ben j'ai fait un truc de ouf. Je me dis, waouh, j'ai mis toutes mes connaissances, toutes mes données, j'ai un truc, j'ai un load balancer, j'ai un petit cloud front pour gérer mes ressources front, j'ai de l'autoscaling sur différentes zones de disponibilité, j'ai toujours ma base de données qui est répliquée de l'autre côté, j'ai OpenSearch, donc qui est l'équivalent d'Elasticsearch sur ma boîte précédente, Redis pour gérer mon cache, donc chez AWS c'est Elasticache, SNS pour gérer des trucs asynchrones, enfin bon. Je suis super content, et je me dis waouh, enfin, moi j'ai bossé, c'est cool, par contre ça me coûte un bras, et puis c'est plus compliqué qu'avant. Mais je suis malin, j'avais un investisseur dans ma boîte qui est partenaire de Amazon, et lui, bah, grâce à lui, il m'a filé un code. Ça marche, les incubateurs, les investisseurs, certains ont des trucs, vous toquez à la porte, vous dites bonjour, est-ce que vous êtes copain avec AWS, il vous file un code, et puis vous rentrez ça, puis vous avez genre 1000 balles par mois pour voilà, de crédit, je crois que ça marche pendant 2 ans. Donc je suis malin, je l'ai fait, et du coup j'ai viré un petit sac d'argent. Alors du coup la mesure de coût, ce sera les sacs d'argent ici, la mesure de complexité, ce sera les petits cerveaux. Du coup mon premier jet, bah c'est pas ouf en fait, première facture arrive, c'est jamais le même prix, parce qu'en fait ce que j'avais anticipé ici, c'est en fait c'est le coût de mon infrastructure, mais c'est pas le coût, c'est-à-dire que le trafic et l'utilisation de ce truc, bah, ça va me générer des coûts qui vont varier, et puis des coûts qui vont varier, bah, du coup ça fait que mes factures c'est jamais les mêmes, c'est souvent encore plus cher que ce que j'avais prévu. Je me suis formé au cloud, ça m'a coûté super cher, et j'ai pas fait de feature, et du coup je me fais engueuler, parce qu'on me dit bah gars ça fait un mois que t'es sur ton truc, et du coup bah c'est nul, mais en fait en vrai on compare des choux et des carottes, on est en train de comparer un truc qui était ultra old school avant,
et qui offrait peu de possibilités à un truc là qui m'offre des espèces c'est une porte ouverte vers des tonnes de services managés, des tonnes de trucs qui vont m'aider à j'ai des vraies solutions pour optimiser mon truc à partir de là. Par où commencer? Bah en fait, par où commencer? Impossible de faire des choix sans métrique. Aujourd'hui, mon truc, je sais pas ce que ça fait, je sais pas par où commencer. Du coup, je me dis, bah vas-y, je vais commencer déjà par monitorer. Je fais exprès un passage sur les APM. J'ai pris un screen de Datadog en l'occurrence, mais il y en a plein. Enfin, nous on utilise beaucoup Datadog et New Relic, mais en vrai, il y en a plein des APM. Il y a même CloudWatch typiquement, ou QuickSight ou machin. Enfin, il y a plein de trucs, même chez AWS. L'idée, c'est juste de savoir d'où vient son trafic, de savoir bref, de savoir quels sont les leaks dans son application. Et pareil pour l'archi, on fait des jolis dashboards, on fait des trucs chiadés pour avoir des super infos dans tous les sens. Et du coup, merci les dashboards, j'ai des pistes pour améliorer mon truc. Je sais ce qui déconne, et en fait ce qui déconne, c'est pas du tout mon archi dans un premier temps, c'est le cache. Mon appli en fait elle est pourrie. Dans l'application en fait, je reprends mes idées, mais grosso modo, le scaling de mon application, il va dépendre de ce qu'elle répond, de ce qu'elle fait. Et en fait, si moi, mon application, elle est mal foutue, elle met pas bien les trucs en cache, elle met pas bien elle s'amuse à faire tout le temps des actions, et ben en fait, derrière, mon architecture, elle va faire l'accordéon, elle va pas arrêter d'augmenter et diminuer, puis en fait, finalement, ça va me coûter un bras en architecture, alors que ce qui marche pas bien, c'est pas mon archi, c'est mon application. Du coup, premier truc, cache HTTP. Je me permets d'en reparler parce que c'est un truc qu'on presta systématiquement. Les trucs qui sont pas monitorés ou mal monitorés, et les trucs qui n'ont pas de cache, c'est vraiment ultra court. Donc le cache dans l'app, il n'y a pas que le cache HTTP, donc le cache, donc pas cache HTTP, c'est genre varnish ou des configurations sur CloudFront typiquement qu'on peut mettre. Le cache dans l'app, optimisation du CDN via les headers, pareil les headers ils sont souvent tout pourris, il faut vraiment avoir une certaine rigueur là-dedans. Mais aussi Redis, MySQL, bref, je sais penser à utiliser toutes les briques qui sont à sa dispo pour faire du cache et pour avoir un truc qui marche bien. Globalement, je rappelle, franchement 80% des sujets de presta qu'on a, c'est pas des problèmes d'architecture, c'est vraiment des problématiques d'application qui sont un vrai sujet pour le coup du truc. En fait, il faut imaginer que on scale et c'est cool, mais c'est pas un but en soi de scaler. L'objectif majeur, c'est de se dire faut que mon application elle fasse rien. Si mon application elle fait rien, et ben du coup tout dort, et comme tout dort, bah, c'est gratuit. Du coup, je suis content, j'ai modifié un peu mon schéma, j'ai gratté un petit sac d'argent, je suis content. C'est pas beaucoup plus compliqué, ça va pas changer grand chose. Deuxième truc sur lequel je peux intervenir, les régions. Les régions, elles ont pas du tout les mêmes coûts. Alors j'ai pris un petit graphique qui prend un exemple sur une région, sur un EC2, C5 large. Il faut imaginer que, intuitivement, moi je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre un data center à Paris, parce que c'est cool, je vais à Paris, comme ça c'est juste à côté. Bah non, enfin, c'est pas non, en fait, oui, c'est pas bête de faire ça, sauf que les services coûtent pas pareil, c'est différent. Faut imaginer que c'est différents data centers avec différents services qui sont déployés dans ces différents data centers, et que, bah ils sont tous différents, ils ont des coûts différents. Donc bref, bien choisir sa région, ça fait partie des trucs qui sont importants. Potentiellement, j'aurais mieux fait de me mettre en Irlande, potentiellement plutôt qu'à Paris pour certains trucs, ou pas hésiter à utiliser aussi des trucs multi-régions, dire vas-y j'ai ce service qui est dans telle région, tel autre qui est dans telle autre, et puis ça marche. Après deuxième truc, on me dit ouais moi faire du serverless en fait, c'est trop bien le serverless, c'est comme ça ton archi elle fait rien, et puis t'es content, et puis tu fais des trucs. Moi je me dis bon bah vas-y, je refais tout. C'est relou. En plus, mon application n'est pas faite pour faire des microservices et du serverless, donc je me tape tout à repenser dans mon appli. C'est super chiant, mais à la fin, je suis content. J'ai un API gateway qui appelle en fonction des routes, des fonctions. Il y en a plein, j'en ai mis 3, il y en a des milliers. J'ai des workers qui sont lancés par un SMS. J'ai même vu, que OpenSearch maintenant ils avaient un outil serverless, donc je fais bah, trop bien. Je vais utiliser ce truc-là. Le problème de ça, c'est qu'en fait on finit vite comme ça. C'est-à-dire qu'on a des tonnes de repos, parce qu'on s'est dit, il y a un gars qui a dit un jour, bah moi, ce serait trop bien si par microservice il y avait un repo, et puis en fait, machin. En fait, assez vite, on a un truc qui est immaintenable. Si on revient sur le truc du monitoring, bon courage pour monitorer ça.
Et puis bref, c'est un enfer à débugger. Donc petite réflexion sur la dérive, j'adore le serverless, j'en fais plein, mais attention à pas rendre le truc trop compliqué. Et puis sinon il y a des solutions hybrides en fait, je suis dans un entre-deux, je peux aussi me dire bah vas-y, j'ai un bout de legacy qui traîne sur un EC2, et puis petit à petit j'ai des piles dans des fonctions, j'ai mon RDS, bah, j'en ai besoin en fait de ma base de données, donc RDS c'est la base de données, j'en ai besoin parce que j'ai des DBA, les DBA ils font du MySQL, et puis en fait je vais leur dire, j'ai tout splitté dans des trucs DynamoDB, et ils vont me dire bah c'est cool, et moi comment je récupère mes données. Donc en fait voilà, il y a un entre-deux, il y a un monde, donc c'est un peu plus cher, c'est un peu plus complexe, en fait en vrai il n'y a pas de solution, mais c'est aussi la vie réelle de l'entreprise, c'est-à-dire bah il s'agit pas que de moi de simplifier la vie, il y a d'autres gens autour de mon architecture. Un petit mot sur les services managés. Est-ce que les services managés c'est vraiment la solution idéale? Là j'étais tout content, j'ai pris j'utilise des lambda, j'utilise OpenSearch parce que je faisais du Elasticsearch, bref j'utilise DynamoDB parce qu'on m'a dit DynamoDB c'est cool, mais en fait est-ce que c'est vraiment la solution? En fait les lambda c'est relativement contraignant, c'est pas hyper contraignant, mais c'est un peu contraignant, c'est limité en taille, c'est limité en exécution, quand ça se lance au premier boot ça prend un peu de temps, il y a des donc du coup je me dis bah je peux faire du cold start, c'est-à-dire pré-démarrer mes lambda, mais du coup j'ai inventé le serveur en fait en faisant ça, parce que j'ai des lambda qui sont allumés en permanence au cas où elle sera appelée. DynamoDB, bah c'est pas si simple en vrai. En fait, bon courage pour vous lancer dans DynamoDB. C'est un autre paradigme, c'est un choix, faut avoir envie d'y aller. Je vais mis des exemples comme ça un peu à l'arrache. Il y a Secret Manager, c'est un truc qui gère les secrets pour typiquement toutes vos variables un peu cachées, les mots de passe, les trucs comme ça. Et c'est hyper cher Secret Manager en fait. Sur le papier c'est pas cher, mais vous payez à l'accès à chaque fois à ces trucs là. Donc on va dire trop bien, là je suis au top, je suis AWS, j'ai Secret Manager, je suis super sécurisé. Et puis un jour on recevait la facture, et je me dis pourquoi j'ai 500 balles de Secret Manager? Et en fait parce que votre appli a fait des accès tout le temps à ce truc là. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'utiliser, ça veut dire qu'il faut penser à mettre en cache, ça veut dire qu'il faut penser à optimiser ces trucs là. OpenSearch c'est cool, c'est pas mon avis, OpenSearch c'est cool, mais je trouve pas. Il y a Elasticloud qui existe depuis peu, qui est l'équivalent côté Elasticsearch d'OpenSearch, et qui est plutôt pas mal, etc. Bref, il y en a plein des services managés qu'on pourrait remettre en question. Puis après on peut s'amuser avec des tweaks, dire par exemple, là par exemple en API Gateway, elle appelle une lambda qui appelle une dynamo, là sur mon truc d'avant, hop. Mon API Gateway, elle appelle une fonction qui appelle un truc, mais dans le cas d'un CRUD, typiquement, j'ai pas besoin de... Enfin, qu'est-ce que ça va dire? Ça va dire écrit dans Dynamo, lis dans Dynamo, enfin un truc comme ça. En fait, il y a des solutions pour faire ça plus simplement. Alors, j'ai mis un peu du code à l'arrache, mais en gros l'idée c'est que vous allez dire dans un schéma OpenAPI, c'est une des façons de définir ces API Gateway. Vous allez utiliser ce qu'on appelle les request templates, vous allez dire application JSON, set bidule truc, bref, vous allez vous rentrer, donc c'est le langage qui est utilisé là, c'est du VTL, c'est un langage développé par Apache, et qui va vous permettre de faire des actions, etc. Donc là vous allez avoir une query qui va dire moi en fait mon endpoint c'est plus lambda, mon endpoint c'est directement DynamoDB, et sur lequel je vais dire vas-y moi en fait je veux get des données, et je vais les mettre en forme comme ça, donc en fait à partir de l'output, c'est le truc que j'ai mis à gauche, je vais dire pour tous mes éléments, tu vas les formater comme ça dans un JSON, puis en fait ça retourne un JSON. Donc ça c'est cool, je le fais même des fois. Mais bon courage pour expliquer à un développeur qui vient sur le projet comment le CRUD marche. Donc en fait c'est toujours un peu cet enjeu là en fait, c'est-à-dire il y a plein de trucs qu'on peut gagner, mais il faut toujours penser aux gens qui viennent derrière et comment ça fonctionne. Autre mini tweak, Firehose, du coup qui est un composant de ouf, et par exemple là le schéma est hyper simple, j'ai un SMS, j'ai Firehose au milieu et j'ai une lambda. Globalement le fonctionnement normal c'est de dire que quand j'ai un event qui est lancé, ça appelle ma lambda, sauf que si je suis dans un cas où j'ai beaucoup de trafic, où j'ai beaucoup d'envoi de trucs, mon truc ça va appeler 5000 fois ma lambda, et ça va me coûter potentiellement, si c'est fait à peu près en même temps, 5000 lambda qui tournent en parallèle. Firehose c'est un petit tampon qu'on met entre les deux, puis c'est pour dire emmagasine-moi toutes les requêtes que t'as, puis genre toutes les heures, ou tous les paquets de 5000, ou tous les machins, tu vas me lancer la lambda, et la lambda reçoit un batch, et du coup quand elle reçoit un batch, elle fait des traitements en batch, et donc elle se lance qu'une fois. Donc c'est des petits tweaks comme ça que vous pouvez utiliser qui sont pas mal.
Et donc c'est la canoniser appelle lambda, j'ai spoilé un peu. Euh, Truc pas mal aussi qui peut être utilisé, les lambda extensions, on les utilise pas beaucoup, parce que c'est hyper mal documenté chez AWS, comme plein de trucs. Mais globalement, le lambda extension, c'est un layer AWS, utilisé comme tous les autres layers, sauf que vous lui dites de s'enregistrer auprès du service en disant bah, moi cette lambda, elle va jouer le rôle de contrôleur de ma lambda, quoi. C'est un peu méta, mais en gros elle va écouter des events qui sont init, restore, invoke, shutdown. Elle va faire des actions, c'est-à-dire qu'elle va bloquer l'exécution. En gros, quand la lambda va se lancer, donc au init par exemple, elle va demander au layer, à l'extension, en disant je me suis init, qu'est-ce que je dois faire? Et donc ça marche par requête HTTP, parce qu'évidemment c'est AWS et c'est bizarre. Et du coup ça va dire bah, j'ai eu un truc qui s'est passé, ça c'est init, qu'est-ce que je dois faire? Et du coup si vous tweakez un peu avec des langages un peu asynchrones, vous pouvez tout à fait avoir des trucs qui se passent en parallèle de l'exécution de la lambda. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait le layer il est exécuté sur le même file system que la lambda, et ça fait partie des trucs qui sont pas toujours simples de savoir où on est et où on écrit. Donc typiquement, ma lambda se lance, je veux checker que la configuration est à jour, par exemple, je suis en train de lancer un truc, est-ce que j'ai la dernière version de la config? Et ben je peux très bien utiliser une extension en disant au init, au fait, check que la conf c'est bien la dernière version, va sur Secret Manager ou je sais pas quoi pour aller chercher une info, et puis après le truc tourne, et puis quand ça s'éteint, on s'en fout, mais c'est plutôt à l'invoke qu'on va faire des trucs qui sont intéressants. Un petit mot sur le multicloud, ça existe. Tout à l'heure, je vous disais, ouais, il y a le vendor locking, on peut rien faire, on est bloqué sur un fournisseur cloud, mais en fait, parfois on a des besoins spécifiques. Et donc, bah, on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser un truc chez un fournisseur. Et moi, je suis chez AWS, je suis vice AWS, mais en fait, il y a un truc qui m'intéresse à côté, et puis il faut y aller. Ça peut être aussi une solution. Alors souvent, le truc qui est mis en avant, c'est genre la continuité de service en cas de panne, pour dire, bah moi, si demain tout AWS crash, eh ben j'ai tout refait chez Google Cloud. Ouais, bon courage. Et puis bon courage pour être sûr que ça marche le jour où c'est tombé. Et puis après, il me dit bah on pourrait prendre le truc à l'envers. On pourrait se dire mais si en fait je partais d'un truc legacy en me disant vas-y je vais tout refaire. Puis en fait peut-être je pourrais partir de la fin et puis dire mais en fait il y a un free tier où il y a des trucs qui sont gratos. Alors évidemment, en vrai, c'est pas exactement pour les mêmes besoins, mais ça existe chez AWS, ça existe pas que chez AWS, ça existe chez Google Cloud, ça existe chez Azure. Et du coup, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire des projets un peu plus modestes, mais en fait, je pourrais splitter aussi mes trucs, je pourrais splitter ma logique pour essayer de tirer profit de ce truc-là. Le free tier, en fait, il est pas toujours complètement free, mais en tout cas, globalement, c'est gratuit, mais parfois, on peut dépasser un peu, puis ça coûte quelques centimes, quelques euros, c'est pas non plus la folie. Ça peut être une bonne base de travail pour cheminer à travers des services peu coûteux. Et puis, ça peut permettre de tester des trucs. Douter, c'est un petit troll. Et du coup, je me dis, bah tiens, je pourrais développer une intégration Slack, par exemple, pour mon truc. Du coup, j'en ai fait une pour m'amuser. Du coup, j'ai Symfony 6, j'ai un PHP 8.1 avec le layer bref SH, parce qu'il n'y a pas de support de PHP nativement sur les lambda, donc je suis obligé de mettre un layer spécifique qui va me permettre le support. J'ai une base de données Dynamo, j'ai environ 35 000 requêtes par mois, donc des messages Slack qui sont envoyés à Slack, qui sont relayés sur mon truc. Et puis j'ai développé ça en moins d'une journée parce que j'avais pas le temps. Et du coup, je fais un truc comme ça, je suis content. Alors, c'est une API Gateway, j'ai un événement qui arrive sur API Gateway, ça lance mon layer bref SH, je push un truc dans SNS, parce que je veux gérer moi-même ma queue d'event. Ça rappelle une autre lambda qui, elle, va faire une action, celle de vérifier mon message, de faire des bidules, éventuellement d'aller checker des trucs dans le storage, et puis ça va renvoyer vers la Slack API pour faire une action sur le truc. Et je suis content. Du coup, j'ai fait un truc qui sert à rien, mais du coup, qui détecte des mots dans ma phrase, et puis qui met des emojis. En vrai, c'est le truc le plus utile, je pense, que j'ai fait. Je trouve ça trop bien. Mais et du coup, ça détecte les mots, ça met des emojis, on peut faire des sondages, on peut faire des trucs comme ça, et du coup, c'est Emoji qui réagit avec ce truc-là. Et puis, ce qui est cool, c'est que ma facture, elle est relativement sympa, elle est à 0. Du coup, je vois que là, j'ai mes 35 000 requêtes là-haut. J'utilise un peu de storage, j'utilise des trucs. Et je me dis, bah, en fait, il y a des solutions il y a des solutions là-dessus sur le truc pour dire, bah, je suis dans le cloud, je suis chez AWS, puis en fait j'avais la mythologie que c'était hyper cher, puis en fait je peux faire des trucs gratos qui marchent, et qui sont utilisés, qui marchent tout le temps.
Du coup, comment je m'outille pour faire ça? Bah, monitorer déjà, on en a parlé tout à l'heure. Ça dit, j'ai besoin, là j'ai mis Datadog, mais en fait il y en a plein des trucs, il y a New Relic, on parlait de CloudWatch, on parlait d'autres trucs. Il faut pas hésiter. Il y a l'explorateur de coûts qui est ultra bien fait dans AWS, qui est très compliqué à suivre, mais n'empêche qu'il y a tout dedans. Donc pour peu qu'on ait envie d'aller chercher l'info, on en trouve. Les billing alarms, c'est grave utile. Plutôt que d'attendre de voir la facture et de dire bah vas-y ça m'a coûté $5000 de trop, mettez des billing alarms. Après j'ai mis l'équivalent Terraform à côté pour la même chose. Scriptez-le, hein, surtout faites pas dans la console, parce que c'est pas bien. Mais ça existe, pour montrer que ça existe. Un outil moi, que j'aime bien, que j'utilise pas mal, notamment dans les CI, Infracost, vous lui filez une définition des outils qui sont utilisés sur votre stack, et vous lui dites, vous mettez ça dans une CI, et puis vous dites, analyse-moi mon Terraform, et le Terraform, il va dire, voilà, ça coûte à peu près ça, il y a 487, ça coûte 1100, plus $496, puis du coup, vous pouvez mettre des alertes sur la CI pour dire, hey, en fait, ton truc, il coûte il coûte plus 50%, plus 73% d'avant. Peut-être qu'il y a un problème sur ton commit, à moins que ce soit un truc d'archi qui fait évidemment le truc, mais ça peut permettre de lever des alertes aussi pour analyser aussi les impacts de coûts. Là j'ai juste mis des exemples en disant qu'il y avait des exemples sur l'intégration GitHub Action, typiquement, enfin il y en a plein en fait des exemples sur Infracost qui sont bien foutus. Cloudcraft que j'ai utilisé pour faire les schémas, en fait c'est super bien, c'est-à-dire vous mettez des graphes, enfin vous dessinez votre truc, puis ça vous dit en fait la répartition de tes coûts c'est ça, et puis il y a un petit onglet live qui est pas mal, qu'il faut jamais utiliser aussi, mais qui permet de synchroniser le graphique qu'on vient de faire avec son compte AWS pour générer toutes les briques qui ont été designées. Évidemment, pour tester c'est rigolo, pour une prod jamais de la vie. Brainboard, c'est assez rigolo aussi, et du coup, pour le coup, on rejoint un peu plus un truc utilisable. Pareil, vous avez plein de templates, de trucs. Et puis en fait, vous avez une archi, et là c'est plus rigolo parce que l'archi, elle vous génère du Terraform. Donc pour certains trucs, pour truquer, encore une fois, je suis pas fan du code généré de manière générale, mais ça peut être une première approche, dire putain ce truc j'ai aucune idée de comment le faire. Vas-y, en fait, je vais regarder un peu ce que ça a généré, et puis ça peut m'inspirer, ça peut être un sujet. Plutôt que de demander à ChatGPT, ça peut être une autre solution. TF Starter, c'est une petite lib, c'est ce que j'ai utilisé pour faire Emojic, la petite instant autopromo. Et puis du coup, bonne et mauvaise pratique. Utiliser la console AWS en français, c'est un petit mini, presque que troll. Utiliser la console, en fait, bonne pratique, c'est l'inverse de la mauvaise pratique. Hein. Utiliser la console AWS, c'est super bien pour avancer, pour tester des trucs, pour voir ce qui est disponible, pour machin. Mais en vrai, dès que vous êtes sur une utilisation, sur une prod, sur un truc, à un moment, il faut surtout ne plus l'utiliser. Il faut terraformer un max et il faut aller ne pas anticiper les problématiques. Bon, du coup, la mauvaise pratique, c'est ça, de ne pas anticiper. En fait, il faut vraiment pas hésiter à réfléchir en amont. Là, on s'est amusé, on est parti d'un cas en se disant, moi, mon cas, il est j'ai fait ça, c'est moyen, puis ensuite j'ai changé, et puis si je faisais du serverless, puis si machin. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça qu'on fait. Dans la vraie vie, on essaie de se dire comment je vais architecturer mon truc de manière solide, parce que du coup j'ai une vague idée un peu de tout ça. On revient sur le premier point qui disait ce que je connais de mon architecture cloud. Être optimiste, c'est rarement une bonne idée. Dire t'inquiète, ça je vais faire, ça va bien se passer. Jamais autant s'inquiéter que quand quelqu'un dit t'inquiète. Et se passer de veille. Il y a le blog AWS, en l'occurrence, je suis encore AWS, mais j'imagine qu'il y a l'équivalent ailleurs. Il y a des tonnes de trucs en fait qui sont poussés dedans, et c'est parfois plus poussé que dans la doc, donc faut pas hésiter à lire ce truc là. C'est vraiment bien foutu. Et pensez qu'on est dépendant des services managés, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas parce que ça existe en tant que service managé qu'on doit utiliser service managé. Typiquement l'exemple d'OpenSearch tout à l'heure, OpenSearch c'est pratique parce que y a un truc un peu à la Algolia, c'est-à-dire vous allez dire moi je veux monter une recherche, j'y connais rien, j'ai pas envie d'indexer, j'ai pas envie de faire machin. Puis en fait, je vais prendre ce service, hop, je prends le SDK PHP, je vais faire le truc, ça va marcher direct. Sauf que est-ce que je suis obligé d'utiliser ce truc-là si j'ai les connaissances
Enfin, en gros, avant, j'avais un cluster Elasticsearch, je savais le manager. Bah, du coup, est-ce que j'ai besoin d'un truc hébergé, enfin, géré par Amazon qui va me coûter plus cher à l'accès et en fait qui m'apporte pas grand-chose là-dedans. Du coup, en résumé, il est plus intéressant de se poser les bonnes questions en amont. En fait, il faut imaginer que, c'est ce que je disais tout à l'heure, grosso modo, on n'est pas... faut pas itérer comme ça, c'est une super mauvaise pratique, de se dire, attends, je suis parti du fruitière, je suis parti du début, je suis parti de la fin, je vais faire le truc. Bah non, en fait, il faut pas se lancer corps et âme dans un truc sans savoir où on met les pieds. Ne pas s'oublier soi-même dans les calculs de coûts. Moi, j'ai passé virtuellement dans le truc, j'ai passé un mois à faire le truc. Je passe du temps sur les trucs. En fait, bah, j'ai coûté de l'argent parce que je payais à la journée. Et puis j'ai coûté de l'argent parce que j'ai pas développé de feature pendant ce temps-là. Du coup, bah, les calculs de coûts, c'est pas juste mon archi en fait. On change pas de provider en cours de route, ça n'existe pas. Donc quitte à rentrer dans le jeu d'un provider, bah, en fait il faut y aller à fond. Enfin, faut pas se dire je vais prendre la moitié d'un provider pour me dire si demain je change et tout. Bah non, on le fera jamais, ça n'existe pas, personne ne le fait. Le cloud, c'est pas que les coûts du cloud. Ça coûte ce que je disais un peu sur le deuxième point. C'est le coût de l'administration, c'est le coût des ops, c'est le coût de la dette que j'ai généré, donc tous les petits cerveaux qu'on a vu tout à l'heure. Bah, mine de rien, ces trucs-là, bah, ça coûte de l'argent. Enfin, j'ai créé de la complexité, j'ai fait du VTL ou des machins. Bah, en fait, bon courage pour le dev qui va arriver derrière. En fait, clairement, le schéma OpenAPI avec du VTL, en fait, c'est de la dette que je suis en train de créer. Moi, ça m'a fait marrer, mais en fait, c'est pas parce que ça m'a fait marrer que c'est une bonne solution pour une prod sur un truc. Les coûts d'opportunité, pareil, parfois il y a des trucs, bah, c'est plutôt un bénéfice ces trucs-là. Il y a des situations où je peux gagner vachement, changer mes headers et puis paf, tout est mis en cache, trop bien. Pourquoi je m'en passerai quoi. On optimise en suivant un ordre logique et pragmatique. En gros, les sujets d'optimisation qu'on fait en Presta, globalement, ça rejoint le sujet du monitoring du début. On se dit pas qu'est-ce qui est le plus mal fait pour aller vers quelque chose de plus propre. En fait, la propreté, c'est pas un argument. Ce qui est intéressant, c'est de dire comment je gagne 80% de perf sur mon truc. Et du coup, comment je gagne 80% de perf? Et ben, je vais aller sur le truc qui prend tout le trafic, sur le truc qui a une problématique, et c'est là que je vais optimiser. Donc, l'ordre logique et pragmatique, c'est pas le truc qui me fait kiffer. Potentiellement, c'est super chiant le truc des 80%, mais c'est pourtant là qu'il faut aller pour gagner des coups, pour gagner des perfs. Le multi-cloud, ça existe. C'est pas forcément utile en vrai, mais ça existe. Petit info, mais au-delà de $5000 de facturation, on commence à avoir des gens qui répondent côté provider au téléphone. Et en fait, ça peut servir d'avoir des. C'est-à-dire qu'on commence à être chouchouté à partir d'un certain niveau de facturation, puis vous avez des gens qui vous disent dis-toi, j'ai un problème, et qui bah, bien sûr, Mathieu, je suis à votre service, appelons-nous pour régler votre problème. Et en fait, bah, faut pas hésiter, ça sert de ouf en vrai. Hop, et j'ai mis, j'ai encore des points, hop. Si les machines coûtent cher, c'est pas forcément la faute des machines. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets trop des points. Si les machines coûtent cher, c'est pas forcément la faute des machines. Faut regarder là, parce que je l'ai répété. Souvent, 80% du coup, c'est un goulot d'étranglement. Ça, c'est aussi ce que je vous dis tout à l'heure. Faut vraiment essayer de pointer du doigt le truc qui pose problème. Pas hésiter à faire appel à des experts. Grosso modo, en vrai, j'ai passé un mois à faire une archi cloud. Bah, c'est complètement débile. J'aurais dû prendre un gars qui fait ça en une semaine et qui le fait mieux que moi. Sauf si évidemment mon objectif c'est de me former au cloud et de former toute ma team au cloud, et dans ces cas-là j'aurais quand même mieux fait de faire appel à un expert pour qu'il nous explique. Des machines qui font rien, ça optimise pas que le coût, une petite plante, c'est cool aussi de pas lancer des machines pour faire plaisir. Donc de ce point de vue là, le serverless c'est pas mal aussi, permet d'avoir toute sa stack qui est éteinte et puis d'utiliser que quand on veut. Donc je remets en garde sur le call start, c'est cool le call start, mais ça laisse des machines allumées. Du coup, là, c'est une petite phrase un petit peu mal formulée, mais une archi pas bien, ça implique du turnover, et le turnover, ça implique des super coûts en ops, et des super coûts des coûts humains, des coûts en RH, des coûts machin, donc pareil, c'est pas intéressant de pas maintenir son archi ou de dire voilà, que c'est un sujet, que c'est un non-sujet. Par contre, on n'y gagne pas grand chose à gratter à tout prix sur une archi. C'est-à-dire arriver en disant waouh, moi j'ai gagné 100 € là sur la facture de ce mois-ci, ça intéresse personne. C'est pas un sujet quoi. L'open source c'est bien, ça je l'ai mis parce que j'aime bien. Voilà. J'ai pas de.
Voilà, ok, comment j'arbitre moi là-dedans? Parce qu'en fait, rester pragmatique, le pricing c'est un sujet, c'est pas un objectif. Voilà, la phrase elle parle d'elle-même. Le ratio temps passé complexité, ça doit impliquer un intérêt notable et quantifiable. Si j'ai passé du temps et que j'ai accentué la complexité et qu'en fait à la fin j'ai rien de quantifiable, j'ai un truc, j'ai un peu optimisé, c'est plus joli qu'avant, c'est pas un sujet. Ça doit pas en être un. Et dans ces cas-là, j'aurais mieux fait de faire autre chose. On crée pas de valeur, donc c'est un sujet toujours secondaire. L'objectif d'une entreprise, a priori, c'est pas d'avoir une l'archi la plus belle du monde, c'est de faire des trucs qu'elle fait, j'en sais rien ce qu'elle fait, quoi. Mais globalement, il faut toujours garder en tête que même si c'est cool ce qu'on fait et qu'on aime le faire, on n'aura pas toujours les soutiens au-dessus pour dire hey, là j'ai une idée, on va passer 2 mois, on va recruter 3 gars pour faire un truc qui sera pareil qu'avant. Non, ça va pas marcher. Et ça c'est un petit troll, si on peut pas expliquer simplement, en fait, c'est une espèce de légende qui dit si on peut pas expliquer simplement un problème, c'est qu'on l'a mal fait, en fait. C'est pas tout à fait vrai, on fait des trucs compliqués, faut accepter que ce soit compliqué. Et du coup, c'est compliqué, quoi. Voilà. Voilà, merci. J'ai un petit QR code pour donner des avis sur la conf. C'est ma première conf, du coup, je serais content d'en avoir. Et puis, merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Ah si, oui. Si c'est un sujet, mais il y a, en fait, souvent ce qui se passe, c'est quand on a là c'est arrivé sur la boîte où je suis en presta actuellement. En fait, les données, elles sont souvent, on a une espèce d'outillage qui va être un peu commun à différents clients. Il y a des mecs qui me disent, moi je veux une espèce d'équivalent de cet outillage, mais sur un endroit dédié pour moi, avec que mes données, que ma base, que mes trucs, etc. Et du coup, dans ces cas-là, on fait une espèce de split, ce qui complexifie encore plus l'architecture, ce qui est l'enfer absolu. Mais du coup, il y a ces trucs-là. Après, dire que comme c'est chez AWS, c'est pas sécurisé, on n'a pas eu cette problématique-là encore. Oui, c'est que en termes de RGPD, les données sont ailleurs, donc ça pose une problématique. Bon, aujourd'hui, j'ai pas ce retour-là. D'autres questions? Eh ben, merci beaucoup.